Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 267. Nous sommes le 22 décembre 2020, c'est bientôt Noël et on va démarrer tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Moi ça va, merci. Merci également il y a l'Enclos, merci pour ton sub. Oui, t'as pris un sub, duré 7 mois. Merci de ta fidélité. Merci à ceux aussi qui se sont abonnés ou qui ont subé ou qui ont primé hier soir, Guillaume. Le sapin est torchant. Oh là là, rien ne vous échappe, hein. Regardez, ce coquin sapin qui se cachait. Hop, je ramène un peu le micro, qu'il soit pas pris dans les branches. C'est magique, les décors chez Naotech. Tout est monté sur roulette. Le sapin est mobile et il fait du bruit. Euh... je serai pas mécontent quand ça sera fini parce que le sapin dans la gueule, ça aide pas. Mais bon, je ferai tout pour vous. De quoi on va parler ce matin? On regarde ça ensemble. On va parler d'Apple. Alors, vous allez voir plein d'articles aujourd'hui. Apple sont en train de préparer sa voiture pour 2024. Je suis un petit peu plus sceptique, on en parlera. On parlera également de la 5G et de l'environnement. Le Haut Conseil pour le climat sonne l'alerte. On parlera de la SVOD vers une diffusion des films 12 mois après leur sortie en salle. On parlera également d'Adobe, ce sera un entrefilet, mais Adobe qui lance les versions bêta de Premiere Pro faites pour les puces Apple Silicon. On parlera d'Instagram qui accepte désormais les fichiers Apple Pro RAW dont je vous parlais l'autre jour. Et on terminera avec une cerise sur le gâteau, je vous parlerai un peu de Wild Rift, le futur de League of Legends. Je l'ai testé hier soir. On a un test également qui a été fait par des gens qui sont plus habitués que moi de League of Legends, donc on en parlera un petit peu vers la fin de l'émission. Voilà pour le programme du matin. Merci beaucoup Nicolas, nota bene, pour ton Prime, 3e mois d'abonnement. Merci à toi. On va commencer tout de suite. Et ben on va lancer le kawa. Et le kawa, ce matin, on va parler, vous allez voir, beaucoup d'articles aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup d'articles. Beaucoup d'articles aujourd'hui sur Apple préparerait un véhicule, donc une Apple Car, pour 2024. C'est-à-dire demain, quoi. En gros, d'après Reuters, en plus, c'est Reuters qui aurait fait passer l'info. Alors pourquoi moi ça m'a fait dresser l'oreille? C'est parce que justement aujourd'hui ça fait partie des jours un peu, on va dire un peu de vache maigre de news. Et les news Apple, un peu pronostics, supputations, etc. Ça ressort toujours les jours, c'est marrant, hein, ça ressort toujours les jours où c'est un peu creux en news. Parce que c'est des articles, ça génère du clic. Oh, Apple, une voiture, elle va être chère, c'est sûr, ça va être cher. Enfin, ça fait parler les gens. Voilà. Les voitures Apple, ça fait presque 5 ans qu'on en parle de la voiture Apple. Alors, ça ne veut pas dire que j'y crois pas du tout, mais ça me paraît une date assez peu réaliste. 2024, aussi puissant soit Apple, à moins qu'ils aient construit des usines souterraines faisant travailler des milliers de gens et on ne serait pas au courant, avec des esclaves. Réalisons quand même que Tesla, qui a fait très vite, a mis quand même 4 ans pour sortir son premier véhicule. 2024, ça me semble un peu trop tôt.
un peu trop tôt. Alors, la nouvelle dirait aussi que Apple attend le développement d'une nouvelle batterie plus efficiente, basée sur une seule cellule, mais regardant du côté des accumulateurs de type LFP, donc lithium fer phosphate, bien connu en robotique, avec une densité énergétique moindre que les batteries lithium-ion, mais qui sont moins sujettes au risque d'incendie, donc plus safe. Ce ne serait pas un mauvais move d'ailleurs. Reste à savoir si cela est tellement... Ouais. Euh, voilà, moi je pense que à moins que Apple ait un allié secret, qui s'apprête à sortir l'Apple Car ou l'iCar ou l'iVroom Vroom Vroom ou Light of Tuff, je ne sais pas comment ils l'appelleront, hein. Avec un distributeur automobile. Voilà, partenariat avec BMW. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs qui ont circulé. Il y a une époque où on pensait que c'était très très sérieux. La voiture Apple, qu'ils étaient déjà dessus, ils avaient embauché des gens. Moi, ce que je disais déjà à l'époque, si vous remontez dans les archives, je me souviens, on en parlait déjà en 2014-2015 hein, de l'Apple Car. Ouais, Vroom Vroom, c'est chouette comme nom, non? Euh, ce que je disais déjà à l'époque, c'est qu'à mon avis, mon humble avis, si Apple un jour se met à fabriquer des voitures, ça ne serait pas des voitures qu'on pourrait acheter à titre individuel. Apple travaillerait sur un système de transport, en fait. Plus des voitures autonomes, peut-être. Qu'on... C'est pour ça que j'ai du mal à croire à la date de 2024, en fait. Je pense qu'ils y sont pas. Ou alors, effectivement, il y a deux autres hypothèses. Soit Apple fabrique toute la partie logicielle pour Tesla, ça m'étonnerait, quoique. Mais pour un autre constructeur de voitures, et il y aurait l'Apple Car avec une motorisation du constructeur de voitures et un côté logiciel et un design peut-être côté Apple, quoi. Une voiture, c'est pas simple. Une voiture, c'est un peu plus compliqué qu'un ordinateur. Pas tellement en termes de nombre de pièces, etc. Mais c'est plutôt l'industrialisation d'une voiture. On le voit, un Tesla n'est pas encore sorti du bois, hein. Et ils peuvent encore avoir de gros problèmes. C'est l'industrialisation des voitures qui est quand même très compliquée, hein. On s'improvise pas constructeur de voitures. Même si je sais, Apple a énormément de cash, il pourrait se déployer assez vite, même plus vite que l'histoire n'aurait jamais connu un constructeur de voitures. 2024, ça me paraît juste un peu tôt. Peut-être un premier proto en 2024 ou une première annonce, mais certainement pas un véhicule. Je pense pas. Ouais, une voiture, c'est compliqué, effectivement, hein. Construire des voitures, ça demande beaucoup de capital. Ça, c'est un truc que Apple a quand même, du capital. Euh, BMW a plus un code couleur noir, Apple un code couleur blanc, et paf, ça fait des voitures yin-yang. Ouais, non, le code Apple, bon, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup fait connaître par les écouteurs blancs avec les iPods, etc. Mais je sais pas si blanc, c'est vraiment la couleur d'Apple. Noir, ça l'est pas mal aussi, hein. J'ai lu qu'Apple allait faire l'acquisition de No Watch. Bah, No Watch, il n'y a plus grand-chose à acquérir. La société n'existe plus, hein. Donc, il ne ferait pas une bonne affaire. Nowtech, je veux bien, mais No Watch, non. La question est de voir l'avenir de la voiture individuelle. Moi, alors ça, c'est mon pronostic personnel. Si Apple se lance là-dedans, je ne les vois pas construire un véhicule qu'on pourrait s'acheter. Je pense de toute façon, moi, vraiment que l'avenir n'est plus à la voiture individuelle, mais à la voiture collective, la voiture moyen de transport, autonome qui vient te chercher quand on a besoin, mais quand tu l'utilises plus, d'autres l'utilisent, quoi. Attention à pas écrire en capital. Une iCar en gris sidéral.
Je- ouais. Je sais pas, c'est marrant, j'y crois beaucoup moins qu'il y a 5 ans à l'Apple Car. Mais bon, c'est peut-être moi, je me trompe, on verra. On verra. Mais en tout cas, 2024, j'y crois pas. Peut-être un proto. Peut-être un proto, on verra bien. Allez, on continue, on va parler de 5G et d'environnement. Effectivement, le Haut Conseil pour le climat, le HCC, a publié son rapport sur les effets du déploiement de la 5G qu'il anticipe comme étant particulièrement néfaste pour l'environnement et générateur d'une augmentation significative des émissions à gaz à effet de serre. L'impact carbone de la 5G serait catastrophique selon le HCC. Le rapport par rapport au maintien de la 4G, c'est un surplus d'émissions situé entre 2,7 et 6,7 millions de tonnes équivalent CO2, dont la 5G serait responsable à l'échéance 2030 en France. Une fourchette à mettre en perspective avec les émissions liées au numérique dans son ensemble, estimée à 15 millions de tonnes équivalent CO2 en 2020, 2% de l'empreinte carbone totale du pays. Corinne Lequeré, climatologue et présidente de ce Haut Conseil, résume la situation. Dans les données que nous avons, nous ne voyons que des chiffres à la hausse avec la 5G. La HCC a été saisie en mars par le Sénat sur le dossier de la 5G. Il est vraiment dommage que ce grand chantier ait été mis en branle avant que son avis ne fasse l'objet d'une publication. C'est vrai que les trucs sont un peu mal goupillés. Gérard Larcher, président du Sénat, avait d'ailleurs regretté qu'aucune étude d'impact environnemental n'ait été menée pendant ce déploiement. Bien sûr, les opérateurs ont réagi à cette annonce de la HCC avec Michael Trabia, directeur de la technologie et de l'innovation d'Orange, qui a répondu à la publication de l'étude du HCC. Le HCC prend des hypothèses très agressives sur la hausse du trafic ou du nombre d'objets connectés. Il ne prend en compte aucun des effets positifs attendus de la 5G sur les autres secteurs d'activité, le transport, l'industrie, le bâtiment. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'on en aboutisse à une hausse des émissions. Une posture qu'adoptent tous les acteurs de la 5G, estimant que le développement du numérique va permettre de limiter les gaz à effet de serre avec une 5G qui serait 10 fois plus efficace que la 4G d'un point de vue énergétique. Alors c'est vrai que là, il y a, on va dire, des débats d'experts, et c'est vrai qu'il y a du pour et du contre. La 5G peut permettre effectivement l'émergence de technologies, voitures autonomes, le télétravail, etc., de plus en plus efficaces, permettant de limiter les déplacements et donc d'avoir des effets de bord positifs sur les émissions des effets de serre. Et là, l'étude de la HCC, c'est vraiment une étude basée sur... On prend la situation actuelle, bagnole, consommation électrique, etc., et on y ajoute la 5G. Donc ça ne prend pas vraiment en compte les effets éventuellement positifs d'un réseau qui serait plus rapide et qui consomme moins d'énergie. Donc, il peut y avoir débat. Ça ne veut pas dire que la HCC a tort, mais il faut peut-être voir les choses à grande échelle. Moi aussi, je suis le premier à dire, c'est dommage qu'une étude n'ait pas été menée. Faute à qui? Ça, il faudrait voir. Maintenant, j'ai envie de dire, ne prenons pas des années et des années de retard en arrêtant ce qui est déjà en route. Encore une fois, c'est pas une question de... Il faut être prudent, il faut qu'on fasse des études. Cédrico a indiqué qu'énormément d'études allaient être faites sur la 5G quand elle serait déployée, pour voir effectivement les dangers sanitaires déjà, dans un premier temps. Il faut qu'on mène des études sur l'écologie de la 5G et le surplus des émissions. Il faut de l'éducation aussi. Je pense que limiter les gaz à effet de serre, c'est aussi une éducation du public sur le renouvellement des terminaux. Moi, vous l'avez vu en début de la dernière vidéo sur l'iPhone 12. Je dis, si vous avez un iPhone 10, ne changez pas. Après, les gens m'écoutent pas, c'est pas là le problème. Mais qu'on vienne pas me dire que j'ai un discours consumériste qui dit aux gens de changer de smartphone tous les ans. C'est pas vrai. La chose que je dis, c'est que
Le problème, c'est que si on prend trop de retard en faisant des études avec 2 ans de retard, ça risque d'être dangereux pour les entreprises aussi. Je sais qu'une entreprise ne doit pas être au-dessus de l'écologie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on fasse attention. Tout ça est des questions d'équilibre, en fait. Je comprends le raisonnement, mais attention, message passé, s'il y a des indices que nous allons dans le mur, il faut savoir aussi freiner. Ben, le truc à Berzen, après, il y a un problème global aussi. Si la France est le seul pays à arrêter la 5G, euh, pour une étude dont on voit effectivement qu'on peut en discuter, l'étude de la HCC, elle est très bien, mais c'est peut-être, comme le disent les gens d'Orange, des hypothèses très agressives. On va pas nous attendre derrière, en fait. Il faut arrêter de mettre au même niveau les problématiques d'émissions de CO2 et les théories complotistes sanitaires. Non, mais tout à fait. Mais attention, après les problématiques d'émissions de CO2, oui, après les problématiques d'émissions d'ondes 5G mauvaises pour la santé, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites quand même. Le truc, et d'ailleurs c'est dit dans l'étude, hein, c'est 2% de l'empreinte carbone du numérique, au global, du numérique total, pas 5G. L'empreinte liée au numérique, c'est 2%. C'est énorme. Mais il y a peut-être d'autres secteurs de l'économie qui d'ailleurs seraient peut-être liés à la 5G, je parlais des transports tout à l'heure, sur lesquels il faudrait travailler aussi. Les efforts sur les émissions de gaz. C'est pas parce qu'on va arrêter la 5G d'un coup brutal. Allez, stop, on arrête tout. Hein, tant pis, les autres pays font de la 5G, nous, la France, on arrête. Oula, tant mieux, toutes nos émissions à effet de serre, ça s'est arrêté. Non, ça suffira pas. Il faut des politiques beaucoup plus globales, en fait. Le transport aérien, l'élevage des vaches, exactement. C'est pour ça, on peut. Je suis pas en train de dire que la 5G, il faut pas qu'on fasse attention, qu'on mène des études et qu'on en limite au maximum les effets au niveau de l'écologie, mais on peut pas résoudre juste le problème par la 5G en fait. Mm. Donc en France, on a la chance ou la malchance. Là, après, on va pas partir sur le débat du nucléaire, s'il vous plaît. Mais effectivement, on a déjà une électricité produite qui est plutôt décarbonée, quoi. Je dis pas qu'elle est pas polluante, hein. Euh, voilà, les déchets nucléaires, on sait que c'est un autre problème. Mais en termes d'émissions carbone, on en fait encore beaucoup et beaucoup trop. Mais pour la création d'électricité, par rapport à des pays comme la Pologne, où les centrales sont au charbon, on est plutôt mieux placé, quoi. Le nucléaire, parlons-en. Non, non. Non, non, non. Non. Quoi, les vaches connectées à la 5G ne produisent pas moins de gaz? M'aurait-on menti? Bref, voilà, en tout cas, les débats s'annoncent effectivement sérieux. En conclusion, le HCC regrette que son évaluation ne soit pas intervenue avant la prise de décision gouvernementale. Seules les logiques de valorisation économique des fréquences pour l'État, de compétitivité potentielle des entreprises françaises, d'égalité et de cohésion des territoires ont été considérées. Déplore le Haut Conseil qui espère être écouté avant l'attribution des nouvelles bandes de fréquences. Il espère également que les objectifs climatiques pourront être ajoutés au cahier des charges. Voilà, ça oui. Parmi ces recommandations, il est question de faire peser la maîtrise de l'empreinte carbone sur les opérateurs et de sensibiliser les usagers aux pratiques numériques responsables sans accuser le consommateur dont les usages dépendent des technologies offertes. La phrase est un peu compliquée. Moi, je pense que, on l'a bien vu, hein,
le truc, l'espèce de marronnier, arrêtez de regarder Netflix en 4K, vous polluez la planète, ça a été un peu débunké, parce qu'on s'aperçoit que les choses sont un peu plus complexes que ça, et encore une fois, il y a plein d'usages à revoir pour limiter les gaz à effet de serre. Le numérique en fait partie, mais c'est plus par exemple la production des smartphones qui est polluant, pas forcément en France, mais au niveau mondial. La production de smartphones est polluante, la production de produits de plus en plus miniaturisés, parce que plus on miniaturise l'informatique, plus on a besoin de métaux rares. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Et je pense que déjà un message, c'est arrêter de changer de smartphone. Il est très bien ton smartphone. Lâche-moi cet Amazon. Garde ton smartphone encore un an ou deux. Voilà, gardez vos smartphones. Je pense il faudrait presque un message. Bon, je sais pas si ça servirait, mais un peu comme 5 légumes et fruits par jour là. Manger, bouger. Ça serait pas mal sur tout ce qui est publicité de renouvellement de matériel informatique, de sensibiliser à l'obsolescence programmée et un peu quelque chose qui fasse le contre-coup du martèlement marketing qui consiste à te faire croire que tu seras plus heureux parce que tu as le dernier produit qui a tant de mégapixels ou qui fait des photos de nuit. Déjà, pose-toi la question, est-ce que je fais beaucoup de photos de nuit? Euh, est-ce que je peux réparer des objets aussi? Est-ce que je dois amener? Est-ce que les circuits de réparation d'objets doivent pas être aussi aidés, financés, inciter les gens à amener leurs objets en réparation? Euh, Quand tu vois les pubs Apple, je te jure que tu as envie de tout acheter. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité des marques aussi. Apple et d'autres, hein, je dis Apple, mais d'autres, commencent, on les voit petit à petit en t'incitant à ramener ton vieil appareil pour le remettre dans le recyclage, en réparant les batteries. Il faudrait qu'ils baissent encore le prix des réparations de batteries. Apple qui est en train de shifter son business model vers le service et plus vers la vente des appareils. Peut-être qu'il voilà, il y a des choses. Moi, je vois un truc tout bête, vraiment tout bête. Je me suis aperçu l'autre jour que sur mes iPod Pro, j'avais le son surround. J'avais jamais vraiment testé. J'ai regardé un film sur Disney avec l'effet surround. C'est une mise à jour qui a été faite sur un produit que j'ai acheté il y a plus d'un an. Pour l'instant, la batterie tient très bien le coup et pourtant, j'utilise tous les jours mes AirPods Pro. Et voilà, c'est typiquement peut-être ce genre de choses aussi. On le voit d'ailleurs dans les fabricants photo. Ne serait-ce qu'en faisant des mises à jour sur des produits existants, on a des nouveaux usages. Ça rend les produits, ça les re-rend sexy. Il y a plein de choses à faire au niveau technologie pour diminuer le fameux fear of missing. Le côté, oh là là, mon truc, il a déjà un an, il évolue plus, il me faut quelque chose de nouveau, je me sens malheureux, je me sens vide à l'intérieur. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. À quand les marketeurs décarbonés? Tout à fait. Euh, L'évolution de la technologie fait que nos appareils semblent obsolètes après 2 ans. Je trouve de moins en moins, Morbidos. De moins en moins. Je suis pas d'accord avec ton analyse. C'était le cas, mais de moins en moins. Si les appareils Android étaient mis à jour, passer 3 ans d'utilisation. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je commence à me dire dans mes vidéos, il faut que vous exigiez de votre smartphone qu'il dure au moins 5 ans. Voilà. En termes de technologie, il ne doit pas être obsolète dans 5 ans, donc avoir assez de puissance pour dans 5 ans faire tourner l'OS. Que la batterie, donc méfiance avec ces systèmes de batterie de recharge hyper rapide, parce que là aussi, il y aurait une étude à faire. Est-ce que ça, c'est pas un peu de l'obsolescence programmée? C'est bien de recharger sa batterie hyper vite, mais on en diminue la durée de vie.
Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis encore une fois pas en train de dire que la 5G n'est pas polluante et qu'il faut pas faire attention. Mais je pense que d'isoler la 5G et de dire c'est le problème environnemental, pour moi, c'est faux. La technologie est un problème environnemental et notre manière d'utiliser, de consommer la technologie est un problème environnemental. Voilà, voilà. Allez, on continue, mais c'est des débats intéressants. On va parler de la SVOD, autre débat intéressant. C'est une période difficile pour la création française, je vous apprends rien. Les cinémas sont encore fermés à cause de pandémie. Le monde du streaming s'agite, et lui cartonne, hein, forcément. On regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. D'après le journal Les Échos, le gouvernement vient d'apporter quelques ajustements au décret censé acter la participation des plateformes type Netflix, Disney+, etc. à la création française. Débattus depuis des mois maintenant, ces changements de paradigme pourrait bousculer le paysage audiovisuel français. Concrètement, les plateformes devront investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires, beaucoup d'argent, chiffre d'affaires français, donc le chiffre d'affaires réalisé en France, fait déjà un peu moins d'argent, mais c'est pas mal quand même, dans la création hexagonale, comme c'est le cas pour les chaînes de télévision historiques. Ils hériteraient en échange d'un calendrier plus souple sur la diffusion de films. On murmure qu'on passerait de 25 mois. Actuellement, un film ne peut être diffusé que 25 mois après sa sortie en salle sur Netflix. Le délai pourrait être réduit à 12 mois, donc à 1 an. Un delta important par rapport aux règles actuelles de la chronologie des médias. Pour autant, ces délais sont donnés à titre indicatif car un débat sur cette chronologie des médias a lieu actuellement. Trouver un délai convenable relève en effet d'exercices d'équilibristes. Les chaînes gratuites profitent d'une fenêtre de diffusion 22 mois après la sortie en salle, tandis que Canal+ profite d'un régime spécifique l'autorisant à diffuser les films entre 6 et 8 mois après leur sortie. Il faut donc aménager les fenêtres de tir confortables pour tout le monde, tout en évitant de faire trop de concurrence aux salles de cinéma, déjà mises très à mal par la crise sanitaire. C'est pas facile. Donc, effectivement, ramener à 12 mois après la sortie des films, ça va être dur pour Canal+. Ça fait plus que 6 mois de différence entre une sortie Canal+ de film et une sortie sur Netflix ou sur Disney+. Donc ça, c'est pas forcément évident. Sur les salles de cinéma, je pense que le problème est hyper complexe. Même si moi, je ne suis pas du tout salle de cinéma. Honnêtement, à part les grandes salles de cinéma IMAX où je vais voir des blockbusters, je vais de moins en moins, et en ce moment plus du tout au cinéma. Mais c'est pas pour ça que je n'aime pas les cinémas et que j'ai pas... Voilà, est-ce que les cinémas doivent disparaître? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je sais juste que le gros fantasme de la super expérience cinéma, du truc collectif, je l'ai dans certaines salles qui ont des systèmes qui ont été mis à jour, avec un super son, une super image, etc. Mais les salles, on va dire moyennes, où on est un peu serré, les sièges sont pas confortables, les gens font du bruit, le son est pas forcément top, je préfère être chez moi. Voilà, je vais dire les choses clairement. Donc, bien évidemment, je pense que... Je sais pas, ce que je vais dire, je vais m'attirer les foudres des cinéphiles. Moi, je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise chose que les Netflix, Disney et autres rachètent les salles de cinéma pour offrir des conditions de projection de leurs films en avant-première, ou en tout cas pour les sorties en salle, dans les meilleures conditions. Et par obligation légale, soient obligés de diffuser d'autres films pour ne pas tuer effectivement le film d'art et d'essai et d'autres entreprises. Je sais pas, je connais pas assez le marché pour vraiment m'exprimer. Mais ce que je pense, et je l'applique à toutes mes pensées sur les notions d'évolution et de progrès, on pourra avoir des grands débats sur qu'est-ce que le progrès,
mais on n'est pas en cours de philo. Moi, je pense que le progrès est une vague que tu ne peux pas éviter, tu peux pas faire un barrage, tu peux pas la casser. Il faut apprendre à la surfer ou te faire écraser par cette vague. C'est peut-être un constat triste sur l'humanité, ça encore c'est un autre débat, mais le progrès ne peut pas être évité. Il ne peut pas être maîtrisé, il ne peut pas être endigué, il ne peut pas être arrêté. On peut apprendre à le... Je parle surtout des progrès technologiques. On peut, voilà, comme une lame de fond, on peut la surfer. C'est ce qu'il faut faire. Il y a une rumeur comme quoi Apple voudrait racheter les salles de cinéma et remplacer les écrans par des iPads géants. N'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, si j'applique ça aux salles de cinéma, faut une sérieuse évolution. C'est clair que je pense qu'il y a encore de l'avenir pour les salles de cinéma dans deux types de salles. Des petites salles un peu traditionnelles. Il y en a une sur la butte Montmartre qui est géniale, c'est le Studio 22 ou 33, je sais plus. C'est une salle, je crois qu'elle a été décorée par Cocteau et tout. C'est vraiment une salle qui passe des vieux films, des films un peu difficiles, des films d'art et d'essai. C'est une salle à l'ancienne, mais qui est plutôt confortable. Et je sais pas, les 2-3 fois où j'y suis allé, il y avait des buffets en plus. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment, on fait une soirée cinéma, un truc vraiment pour cinéphiles. Ça, je pense, ça a de l'avenir. Faire vraiment un truc pour les cinéphiles. Soit faire des salles avec des expériences audiovisuelles qu'on ne peut pas reproduire chez soi, quoi. La France est le pays où il y a le plus de salles de cinéma. Oui, mais à se demander si justement un coup de subvention et un coup de chronologie des médias commence à sentir un peu la mythe, on ne les maintient pas de manière artificielle. Ça peut être dangereux pour un pays de maintenir des choses qui, et ça peut être triste, mais c'est comme ça, sont destinées à être transformées. Pas forcément à mourir, mais destinées à être transformées. Si à coup de subvention et à coup de loi, on maintient trop longtemps des choses qui sont vouées à disparaître et à se transformer en autre chose, on va avoir des problèmes. Jérôme, j'aimerais bien avoir des grands centres où il y aurait des diners, restaurants et cinémas comme aux USA. Tu sais, le truc, c'est qu'attention, hein, les cinémas souffrent à travers le monde, là, en ce moment. Aux États-Unis, ça se casse complètement la gueule aussi. Hein. Je veux d'un cinéma avec Eddie Mitchell qui ferait l'entracte. Oh là là, oh le vieux souvenir. Le vieux souvenir. Les cocooning, bah écoute, j'ai fait, moi, j'avais testé, j'en étais allé voir Solo avec Albert, on avait été invité, c'était pâté, je voudrais pas faire de... En plus, il nous avait sponsorisé. Mais on avait vu ça dans des fauteuils où t'es allongé, machin et tout. C'est vrai que c'est cool. Là, pour le coup, ouais, j'ai envie d'y aller, ouais. Allez, on continue. Je passe trop de temps sur les articles. Je vais aller vite. Vous avez un ordinateur Apple Silicon avec une puce M1. Vous êtes un monteur vidéo. Vous allez être content. La bêta de Premiere Pro vient de sortir. Donc Adobe est en train d'adapter tous ses logiciels à la puce M1. Alors pour l'instant, ça fonctionne encore en émulation Rosetta 2. Oui, non, la version actuelle de Premiere Pro fonctionne quand même avec Rosetta 2. Et justement, la version bêta sera native avec la puce ARM. Et je reprononce pour ceux qui me reprochent de ne pas dire ARM. ARM se dit aussi les puces ARM. Il y a plein de gens et des Français qui disent ARM. Putain, ne t'énerve pas, Jérôme. Reste zen. Méditation. Donc, les puces ARM, on n'a rien dit, tout le monde est là. Oh là là, merde, il va s'énerver. Microsoft va répliquer avec des laptops. On en a déjà parlé, ça, Guillaume.
Guillaume, attention, Guillaume, tu spams. Je ne vois que ton nom là en vert. J'essaie de t'éviter depuis tout à l'heure. T'es partout. Donc, fais une seule phrase. Décompose pas tes phrases en plein de mots. Tu occupes trop le chatroom. C'est pas la première fois qu'on te dit. Je suis désolé de te prendre un peu à partie, mais on ne voit que toi. Tu es partout. Donc, c'est bien. C'est très cool de vouloir t'exprimer. Mais condense tes phrases et n'essaie pas de monopoliser la parole dans la chatroom. Non, c'est pas condamnable ce que je te dis, mais c'est juste qu'on voit que toi. Et ne vous mettez pas à limiter. Attention, je le rappelle juste au passage, spammer, les hôtesses, elles ont le droit de vous bloquer pour spam. Hein. Le problème du spam, c'est que vous empêchez les autres de s'exprimer. Il y a des gens qui n'écrivent pas dans le chat parce qu'ils se disent que leur phrase va disparaître tout de suite. Parce que vous décomposez vos phrases en 5 phrases. Donc, c'est irrespectueux pour les autres personnes dans la chatroom. C'est tout, hein, le spam. Désolé de vous faire un peu une engueulade, mais voilà, c'est fait, c'est fait. C'est pas une question de 20K viewers, l'espoir. C'est une question de respect de toute personne de la communauté. On n'a pas à prendre plus de place que les autres dans le chat. C'est tout. Je m'en fous que d'avoir 20K abonnés ou que vous soyez 3 à regarder. S'il y a 3 personnes qui regardent et qu'un des 3 se met à spammer, je trouve que c'est pas correct. Voilà. Allez, on continue. Les hôtesses, c'est la modération, ouais. On continue et on va parler de l'Apple ProRAW. Je vous avais fait une démo l'autre jour dans le mug de l'Apple ProRAW de quand ça fonctionnait. Et la nouvelle aujourd'hui, c'est que Instagram accepte désormais les fichiers ProRAW. Donc si vous avez pris une photo qui est en format ProRAW avec votre iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, vous pourrez la charger directement sur Instagram. Donc la publier. Attention. Alors, notre vidéo sort très très bientôt. Là, on est en train de mettre les dernières touches sur notre vidéo sur les iPhone Pro. On a pris notre temps. Et c'est ce qu'on explique sur le format Apple ProRAW. Ce n'est pas parce qu'un logiciel peut l'ouvrir ou utiliser le DNG de l'Apple ProRAW qu'il peut l'exploiter. Et c'est le cas d'Instagram. Il peut le charger, vous pouvez poster votre ProRAW, mais si vous vous mettez à l'éditer dans Instagram, ça ne l'éditera pas comme un ProRAW. Vous l'éditerez un peu comme un JPEG, en fait. Donc, il n'y aura pas la couche de grosse édition qu'on peut faire sur un ProRAW. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a que Darkroom, Photo d'Apple et Alid qui sont compatibles avec le format ProRAW, qui sont full compatibles. Lightroom n'est pas compatible avec le format ProRAW. Il peut ouvrir un fichier ProRAW, mais il ne peut pas l'exploiter complètement. Voilà. Instagram prend le ProRAW, mais nous sort une compression fraise. Oui, mais moi, je suis quand même content, parce que ça va me permettre d'éditer, et j'édite de plus en plus avec photo. Pour aller au plus simple, avec photo d'Apple, qui est pas si mal que ça pour régler tes lumières, déboucher un peu les ombres, ça va vite, j'aime bien. Il exploite le ProRAW et boum, je peux poster sur Instagram quasiment en un seul geste. C'est ça que j'aime bien dans l'idée. Je ne pense pas qu'elle soit payante, hein, la licence ProRAW. Je pense que simplement il faut adapter son logiciel. Non, je vois pas Apple faire payer, au contraire. Je vois pas Apple faire payer le ProRAW, quoi. Flickr, il prend le ProRAW, alors ça, j'en sais rien. C'est quoi la différence entre RAW et ProRAW ? Alors, on l'explique un peu dans une vidéo qui va sortir bientôt. Je l'expliquerai peut-être encore mieux dans une vidéo un peu plus dédiée sur le ProRAW. En fait, le ProRAW, c'est du RAW. Le RAW, c'est un mot valide, enfin, c'est un mot technique.
RAW, c'est un format. C'est un format de fichier qui contient beaucoup plus d'informations sur une photo. Mais après, vous avez des RAW qui sont très bruts de capteur, où il n'y a aucun traitement informatique de l'image. Et après, vous avez des choses comme le ProRAW d'Apple qui garde l'espèce de couche qu'on peut vraiment retravailler du RAW, mais qui vont par contre appliquer des traitements informatiques de l'image, les couleurs, le denoiser. En fait, pour comprendre bien le RAW, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un boîtier numérique. Le capteur fait une image très très brute, c'est un signal très très brut et qui est pas joli du tout. Les couleurs sont toutes ternes, il y a plein de pixels, il y a plein de grains de partout. C'est moche comme tout, une photo brute de capteur. C'est pas exploitable dans l'état. Il faut lui faire... Donc c'est un peu comme une vieille péloche. Il faut lui faire tout un tas de traitements informatiques pour qu'il sorte une belle photo. C'est ce qui fait un appareil pour vous sortir un JPEG. Le ProRAW, c'est un peu un format qui essaye de faire le meilleur des deux mondes, d'offrir les possibilités de retouche d'un brut de capteur, tout en gardant une couche au-dessus qui soit assez jolie pour être exploitable directement. Voilà, pour vous l'expliquer. J'ai découvert cette semaine qu'utiliser le mode auto sur un réflexe, c'est un sacrilège. J'aime pas les photographes qui disent que c'est un sacrilège le mode auto. Parce que moi, ce que je te dirais, c'est qu'il vaut mieux une photo bien cadrée, avec un bon choix de sujet, avec une belle composition faite en mode auto, qu'une photo faite en manuel, mais qui n'a aucun intérêt. Voilà. Cadrage, composition, choix de sujet. Bien avant de se poser la question des réglages manuels. Ça, c'est des discours de techniciens de la photo qui nous pètent les couilles. Voilà. La photo, cadrage, composition, choix de sujet, il n'y a que ça d'important. Que vous fassiez ça avec un smartphone, un Polaroid, une boîte de Pringles, on s'en tape. On s'en tape complètement. Et arrêtez de demander sur Instagram quel appareil photo on utilise. On s'en fout. Vous avez aimé la photo, vous n'en avez rien à foutre avec quel appareil c'est fait. C'est pas l'appareil photo qui a fait la photo. Voilà, je m'énerve. Mais oui, mais ça c'est... Bien évidemment que tu n'exploites pas ton appareil photo en automatique parce que tu le laisses faire des choix pour toi. Ce que je t'explique juste, c'est qu'il y a des choix plus importants pour moi que ton choix d'ISO, ton ouverture ou ta vitesse. Le choix de ta composition, de ton cadrage et surtout de ton choix de sujet est pour moi 1000 fois plus important que le choix d'ISO, de vitesse et d'ouverture. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je raisonne. Oh, mais au smartphone, je shoot complètement en auto. Pour moi, il est quasiment hors de... Alors, de temps en temps, pour certaines photos, parce que je m'y connais un peu, je vais déverrouiller. Mais sachant que déjà, un smartphone, tu peux pas le mettre en full manuel. Puisque de toute façon, l'ouverture, tu la contrôles pas sur un smartphone. Mais en fait, j'utilise de moins en moins des contrôles manuels sur smartphone. C'est justement là où le smartphone est génial. C'est pour la photo auto, la photo qu'on déclenche rapidement, la photo où tu te prends pas la tête techniquement. Et ça me permet de garder ces 3 minutes, au lieu de les passer à faire des réglages manuels, à chercher plutôt un angle intéressant, une compo intéressante et surtout un sujet intéressant. C'est moi où on se fait vachement engueuler ce matin. Désolé Vincent. Non, j'essaye. Je vous engueule pas. Mais j'aimerais que ce message passe. Non, je suis pas grognon. Vous prenez pas la tête avec la technique en photo. Ça viendra après. Quand vous serez amoureux de la composition, du cadrage et du choix de sujet, vous aurez bien le temps de vous pencher sur la technique. Mais c'est pas la technique qui va vous faire des bonnes et des photos intéressantes. Voilà. C'est comme Patrick Bruel qui pense avoir fait un bon album parce qu'il a été enregistré à New York. Ça, bon, je me permettrai pas un jugement de valeur sur Patrick Bruel.
Si tu pouvais en remettre une couche avec Je ne suis pas vos amis et la tartine est faite. Tout à fait. Il est grognon, mais il a raison. Voilà. Hein. Jérôme est en mode Rambo. C'est pas ma guerre. Tout à fait. Allez, on va passer justement à la cerise sur le croissant. Mais avant, on parle évidemment rapidement de notre sponsor, le Shadow PC. Vendredi, il n'y aura pas de tirage au sort. Merde, oui, là, on va pas avoir de tirage au sort pendant 2 semaines. Donc, ça vous laisse plein de temps pour jouer. Puisque vendredi prochain, c'est Noël. Donc, le matin de Noël, je vais pas vous faire le mug. Hein. Et si je me plante pas, le vendredi d'après, c'est le lendemain du 31. Donc, je vais pas vous faire un mug non plus. Donc, il y aura le prochain tirage exceptionnel de Shadow PC aura lieu l'année prochaine. Et donc, vous avez plein de temps pour jouer. Pour ça, il suffit sur Twitter de composer un tweet en nous disant pourquoi vous voudriez gagner un mois de Shadow PC, en mettant bien le hashtag le MugNowTech et Shadow PC, pour qu'on puisse vous retrouver pour faire le tirage au sort. Donc, le deuxième vendredi de l'année, puisque vendredi, on sera le premier, c'est ça ? Non, il n'y aura pas 3 gagnants la prochaine fois. J'ai pas assez de codes. Après, il faut que j'économise un peu mes codes gagnants. Il faut que j'en redemande d'ailleurs. Euh, et c'est moi qui bosse avec lui après, éviter les... Voilà, me mettez pas chafouin. Après, c'est Karina qui arrive. Enfin, remarque, j'engueule jamais Karina. On s'est jamais engueulé, je crois. Ça viendra. Un jour, il faut. Tirage au sort l'année prochaine en 2021 et activable l'année d'après en 2022. Non, 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 tu peux activer ton mois gratuit directement. Allez, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, je vais vous parler de Wild Rift. On en entend beaucoup parler, effectivement, Wild Rift. Alors, c'était passé un tout petit peu à l'as. Riot Games célébrait ses 10 ans et avait fait tomber une tonne d'annonces. Ils avaient parlé de Valorant, ils avaient parlé de Legend of Runeterra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Riot, Riot Games est une énorme boîte de jeux vidéo qui est l'éditeur du jeu de e-sport, je crois que c'est le plus joué, League of Legends, si je ne me trompe pas, qui est un jeu, on va dire, fondamental, qui a presque donné ses lettres de noblesse à l'e-sport. Donc Riot s'est un peu spécialisé dans ce type de jeu, très compétitif, plus facile à décrypter, avec un niveau assez haut hein, de jeu. Valorant, on le voit, leur tentative dans le FPS, ça se joue quand même à très haut niveau. Et dominer un petit peu le MOBA, effectivement. Non, en vrai, on a eu des débats, mais oui, par contre, avec Karina, on a des explications. On a des débats, mais on s'engueule pas. Ouais, Karina a extrêmement peur. Karina, je crois que tu sous-estimes ton pouvoir de persuasion. Quand tu veux quelque chose, on a du mal à dire non. Bref. Donc, Riot Games est effectivement une référence. Et une annonce qui était passée un petit peu à l'as, c'était Wild Rift. Wild Rift, qu'est-ce que c'est ? C'est un portage mobile de League of Legends. Alors là, c'est pas des vrais jeux vidéo, etc. Justement, tout le challenge pour Riot Games, c'est de faire un portage sur mobile qui reste compétitif. Sachant que le marché est déjà quand même un peu occupé, puisque moi je sais que j'avais beaucoup joué à Vainglory,
à une époque, il y a 2 3 ans. Il y a aussi Arena Valor qui sont déjà effectivement des MOBA sur plateforme mobile qui ont quand même leur communauté. Il y a des compètes, etc. Donc Riot Games a retravaillé tous les assets graphiques du jeu League of Legends, changé les éléments stratégiques et adapté effectivement l'interface et bien évidemment les commandes. J'y ai joué hier soir, beaucoup plus tard que je ne le pensais d'ailleurs. Quand j'ai levé les yeux, j'ai fait oh putain, mais j'ai le mug demain, moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas pour une première soirée, c'est plutôt prenant. On est typiquement dans des jeux, je l'ai trouvé plus facile à appréhender que League of Legends, mais c'est peut-être parce que c'est le début et que j'ai fait un peu n'importe quoi. On sent qu'il y a une vraie profondeur dans le jeu. Les commandes sont une vraie réussite. On sent bien quand même. Ça a toujours été un problème, hein, les commandes sur écran, le joystick sur écran. Euh, on n'a pas l'impression de vraiment commander son personnage. Et là, c'est plutôt réussi. On est aidé effectivement par des systèmes de visée automatiques. On arrive à balancer ses sorts dans le bon sens. Il y a 4 skills principaux par personnage. Donc, en fait, tout le gameplay, c'est d'apprendre à maîtriser ces personnages. Je l'ai trouvé assez fun. Plus fun que League of Legends, moins compliqué, des cartes plus ramassées, plus compactes. Les parties sont quand même suffisamment longues, je trouve. Moi, j'aime pas les MOBA trop rapides. Là, c'est quand même 10 à 15 minutes une partie. Je vous conseille de l'essayer. Je vous conseille d'essayer, surtout si vous êtes déjà un joueur de League of Legends ou un ancien joueur de League of Legends. Moi, je retrouve certains plaisirs. Alors, j'ai pas été vraiment un joueur de League of Legends. J'ai joué pas mal à Heroes of the Storm, la version Blizzard, qui s'est un peu plantée, qui était un peu plus casual, qui est même beaucoup plus casual que League of Legends, mais que je trouvais fun. Et j'ai un peu l'impression, je retrouve un peu des sensations de Heroes of the Storm, si certains connaissent. Euh, Non, non, vous pourrez pas jouer. Enfin, c'est pas League of Legends, hein, Wild Rift. C'est une version mobile. Mais attention, certains disent, j'ai entendu des gens dire, ouais, c'est une version light de League of Legends. Non, c'est un gameplay différent. Et je pense qu'il y aura des joueurs de haut niveau à Wild Rift. Et c'est pas forcément un bon joueur de League of Legends qui deviendra bon à Wild Rift. Parce qu'il y a quand même des mécanismes qui sont assez différents. Euh, Alors, j'ai très, très bonne question. J'ai joué sur mon iPad Pro, très confortable, mais je me demande si j'aurais pas été plus agile sur un smartphone. J'explique. L'interface qu'ils ont choisie, vous commandez avec votre pouce droit ou votre main, pardon, vous commandez avec votre main gauche ou votre pouce gauche la direction de votre personnage avec un petit paddle virtuel sur l'écran. J'ai pas essayé non plus si ça marche quand on branche un paddle. J'essaierai, mais euh, j'ai voulu le tester dans sa version vraiment mobile. En fait, sur iPad, du coup, je faisais bouger mon personnage avec l'index, comme ça, et avec mon iPad qui était posé à plat sur la table, en jouant comme ça. Je pense que j'aurais peut-être été plus agile avec un smartphone dans les mains, comme ça. Donc, à voir. Il faut que j'essaye. Là, j'ai essayé sur iPad hier soir. J'essaierai sur smartphone un autre soir. Euh, Tu es passé argent 2 hier sur Wild Rift, d'accord, Oxymore. Smartphone, meilleure prise en main, ouais, je pense aussi, hein. Il y en a qui ont déjà joué, vous le trouvez comment alors? Comment ça, j'ai fait un tweet? J'ai fait un tweet? Vous m'inquiétez parce que j'ai rien programmé en tweet, hein, normalement. Ne me faites pas des frayeurs comme ça.
Attendez, je vérifie. Bah non, j'ai rien tweeté du tout. Qu'est-ce que vous racontez? iPhone 12, ça semble un peu petit. Ouais, non, je pense pas. Peut-être sur un mini, oui, mais... merci beaucoup, Aberzen, pour ton Prime, 8e mois d'abonnement. Tu joues actuellement sur iPad, tu préfères que sur l'iPhone, d'accord. J'adore ce jeu, par contre, sur smartphone, au bout d'un moment, petit mal dans les coudes et les poignets. Alors, moi, je sais, pour avoir beaucoup joué à Vainglory, vous allez rire, mais c'est une histoire véridique. Je m'étais fait une ampoule sur l'index, à force d'essayer de glisser, et, je l'avoue, pour pouvoir continuer à jouer sans que l'ampoule me brûle, j'avais mis une goutte d'huile sur mon doigt. Donc j'avais de l'huile plein mon écran. Véridique. Et donc j'avais une meilleure glisse. Mais Vainglory, les déplacements se faisaient vraiment en glissant et en tapotant sur l'écran. C'était pas un joystick, quoi. Il n'y a plus de notes de musique pour l'abonnement. Il y a peut-être des modules OBS qui ne marchent pas. Il faudra que je check. Mais il y a un vrai travail de respect pour les joueurs League sur PC. On y retrouve les combos, les parties sont nerveuses, c'est vraiment intéressant. Ouais, moi je trouve que ça peut donner quelque chose, quoi. Je sais pas si on peut y jouer avec une manette. Il faudrait que j'essaye. Euh, il remplace largement les chinoiseries du moment, je suis content. Ouais, ouais, je pense que c'est un... Alors pour un joueur traditionnel de League of Legends, il verra peut-être Wild Rift comme un passe-temps quand il est sur mobile. Mais je suis sûr qu'il y a toute une génération qui joue beaucoup sur mobile et vont émerger des champions à Wild Rift. Je pense qu'ils ont les bonnes bases pour que ça se passe, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, moi j'ai testé, hein, mais très modestement, hein, comme je vous dis, je suis vraiment pas un bon. Je suis pas très bon en plus dans les MOBA. Ça m'éclate, mais je suis pas très bon. En fait, ça m'éclate, ça m'énerve parce que quand tu joues en casu, les gens savent absolument pas suivre la moindre stratégie. Faudrait que j'essaye un jour de jouer à un MOBA vraiment en équipe, quelque chose d'organisé, quoi. Pas de manette possible, d'accord. Merci Lou Jeuneste de nous préciser ça. Euh, Ça fait un creux sur ton écran à force. Non, 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 quand même pas. Un écran est plus dur qu'un doigt. Vraiment. Euh, Solaris sont déjà la course au ranked sur... Ouais, j'ai vu pas mal de tweets. Il y a pas mal de gens qui jouent à Wild Rift. Euh, honnêtement, il est assez prenant. Pour tout vous dire, vraiment, comme je vous l'ai dit, hier soir, je voulais juste tester deux, trois parties. À un moment, j'ai levé les yeux, j'ai fait ah oui, quand même. En fait, je me suis couché à 2 heures du matin, en me réveillant à 6. Ce qui est vraiment pas une bonne idée. Hein, c'est pas bien. Mais bon, j'ai testé pour vous. Euh, T'en penses quoi d'Apple One? Que c'est un joli coup de la part d'Apple. Allez, on va passer, effectivement, là, je vois que les gens en ont marre de ma cerise sur le croissant. Donc, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, les camps de fac, c'est tout de suite. Les camps de fac, t'aimes pas League of Legends? Moi non plus, hein, j'aime pas League of Legends. J'aime pas l'ambiance dans League of Legends, en fait. C'est devenu tellement compétitif, tu te fais engueuler dans tous les sens. Le jeu lui-même, j'ai pas eu le temps de vraiment l'essayer, League of Legends, comme je vous dis, du coup, moi j'ai plutôt joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard. Beaucoup plus casu, mais que je trouvais plus fun et avec une ambiance un peu moins toxique, quoi. C'est pour ça que je suis grognon ce matin, j'ai pas assez dormi, exactement. C'est exactement ça. J'ai fait ça pour la science, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est le principe des camps de fac.
J'ai vendu des caplas avec ton live sur mon casque et je suis fier de moi. J'ai vendu des caplas avec ton live sur mon casque. Je n'arrive pas à comprendre, ou alors je suis trop fatigué. J'ai commencé League of Legends il y a un mois. Le problème, c'est qu'à bas niveau comme moi, il y a beaucoup de personnes qui créent un troisième compte et qui t'engueulent parce que tu sais pas jouer. Ouais, ouais. Tu dors combien d'heures par nuit? J'essaye de dormir 6 heures par nuit, mais c'est un peu raté hier. Est-ce que vous avez vu le nouveau PC à écran pliable Lenovo? Il a l'air sympa. Ça donne l'avenir. J'ai pas trop regardé, non, j'avoue. Pas de vacances cet hiver, non, pas de vacances. Enfin, si, fin janvier, je prends une semaine de vacances. Qui sortira la question sur tel ou tel appareil photo? Ah, bah après, c'est légitime. Tu as pris de la gnôle. Ça s'écrit pas comme ça, la gnôle. C'est avec un G. Non, j'ai pas pris de gnôle. Parce que là, un verre de gnôle avec la fatigue, là, pas une bonne idée. Du coup, Guillaume, il parle plus. Bah, désolé, Guillaume, si je voulais pas te vexer, je voulais juste te modérer, en fait. Et après, Jérôme fait la sieste. Exactement. Ou acheter des photos d'art sur Internet. Ah, ça, je ne saurais pas te conseiller, Kenny Sin. Avec ou sans l'amour, c'est quoi ces questions? Est-ce que tu as remarqué que l'iPhone 12 et le Pro aient une meilleure prise en main que les anciens designs? Ah oui, définitivement, ouais. Moi, je préfère, voilà, c'est carré, même en mettant des coques d'une marque que vous connaissez, mais qui ne sponsorise pas cette émission, donc je ne la citerai pas. Même avec des coques, la prise en main carrée est beaucoup plus solide. Je suis en Savoie, tu veux que je te ramène de la tome quand je remonte sur Paris? Non. D'abord parce qu'on trouve de l'excellent tome de Savoie sur Paris. On a des super fromagers. Oh non, mais sans rire. Et en plus, dans ma rue, ça s'appelle Chez Virginie. Si vous passez dans le 18e, il y a 2 boutiques chez Virginie. Et elle a des fromages, mais à tomber. Mais à tomber. Sur les sites des photographes, des photos d'art, sur le site des photographes, comme celui de Sébastien Roignan, ouais. Ah oui, pour acheter des photos d'art, ouais, ouais, par exemple. Est-ce que tu fais de la photo avec une Game Boy caméra? Non, on n'a jamais testé de faire une photo avec. Mais effectivement, on a une Game Boy caméra. On a même une imprimante pour Game Boy. Une marque d'optique pour iPhone 8 à conseiller. Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé Pixter. Hein, ils ont sponsorisé un certain nombre de nos vidéos. Et c'était très bon. Après, Guillaume en parlait d'une optique, mais je me souviens plus de la référence. Il n'y a pas longtemps, qui était bien. Petite question, chef. La batterie tient bien sur ton iPhone? Ah oui, ça va, ouais. À quand la photo avec une boîte de Pringles? Ah, ça, c'est à Sébastien Roignan hein, de faire la vidéo. Hein. C'est lui qui dit qu'on peut prendre une photo avec une bonne photo avec une boîte de Pringles. La Game Boy Camera, ouais, bah, non, je l'ai pas à portée de main. Non, il n'y aura pas de jeudi VIP, ni ce jeudi, ni jeudi prochain. Je ferai un super jeudi VIP en début d'année. Full gravier ce soir ou cette semaine. Ce soir, je ferai. Si je suis pas trop fatigué, je ferai peut-être un peu de cyberpunk. Je sais pas. Allez, on va dire un 50% de chance que je fasse du cyberpunk ce soir. Mais on est mardi, donc c'est plutôt mon soir à moi de stream. Solo. Donc ça sera peut-être du cyberpunk. Il reste beaucoup de sujets de vidéo à finaliser prochainement. Alors normalement, on va toucher du bois, j'aime pas faire des promesses, mais normalement, vous devriez avoir 2 vidéos cette semaine. On est en train de terminer 2 vidéos. Il y en a une là, elle est en validation chez les contributeurs.
Avec un peu de chance, elle sort aujourd'hui. Et j'espère que la deuxième sortira demain. Voilà, vous aurez 2 vidéos. Est-ce que Twitter va concurrencer la TV linéaire? Twitter? Tu veux dire Twitch, je pense. Non, non, parce que Twitch, c'est que du live. C'est Noël, ouais, 2 vidéos pour Noël. Et dans aucune, on vous souhaite un bon Noël. Parce que pour la petite histoire, on devait en sortir 3. Mais la vidéo où on vous souhaitait un bon Noël, finalement, elle a été reportée en janvier. Non, je pense pas streamer du Wild Rift parce que vraiment, je suis pas un bon joueur. Pour l'instant, j'y comprends rien, hein. Je sais pas, je connais aucune strat. Je me sentirais absolument pas légitime de streamer du Wild Rift. Non, plutôt du Cyberpunk ce soir, qui est très bon, hein. Cyberpunk, sous tout le bad buzz qu'il y a actuellement, le jeu reste très très bon. Enfin, moi, je le trouve très bon et très prenant. Et sur PC, qui marche plutôt bien. Il y a des bugs, mais pour l'instant, rien de bloquant. Oui, j'ai vu le bug de la sauvegarde. J'en suis pas encore là. Euh, J'ai peur de l'acheter sur PC, mais c'est là où les trucs ont pris des proportions. Il est à éviter sur console. Oui. Sur PC, il marche. Après, il faut quand même avoir un bon PC. C'est-à-dire que si tu joues en mode très réduit sur PC, tu risques d'avoir des bugs. Plus tu joues dans... En fait, ils ont tout misé sur les modes ultra et les modes élevés. Ils ont tout misé là-dessus. Et le reste, on prend un peu plein la gueule au niveau des bugs. Merci Eric Tech pour ton Prime, 6e mois d'abonnement. Est-ce que tu sais combien de temps l'iPhone 8 sera encore mis à jour? C'est celui qui est sorti la même année que l'iPhone 10, l'iPhone 8, si je ne me trompe pas. Ah, je pense que tu es encore très tranquille pour 2 ans. Si tu as une sauvegarde de plus de 8, ouais, de 8 mégaoctets, c'est fini. Alors là aussi, en fait, il faut quand même... Bon, après, je suis d'accord que c'est un problème, mais il faut avoir crafté énormément, énormément d'objets pour arriver à faire une sauvegarde qui dépasse 8 mégas, hein. C'est surtout le craft qui plombe les sauvegardes. La chaîne Le Stream appartient à quel groupe? À Webedia. Si je me trompe pas, mais ça appartient à Webedia. Si t'as un vieux PC, oublie Cyberpunk. Oui, je pense. C'est normal que la majorité des jeux sortent buggés ou nécessitent des mises à jour régulières. On en a parlé l'autre jour. On a eu un grand débat là-dessus. Est-ce que, par exemple, Cyberpunk n'aurait pas dû sortir en early access? Les gens auraient peut-être beaucoup plus accepté les bugs. C'est vrai que c'est inadmissible. Moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour l'instant, les jeux vidéo sont un peu sortis sur un mode cinéma où le jeu doit être fini quand il sort. C'est très compliqué, hein, de sortir un jeu fini, surtout certains types de jeux. Euh, Donc oui, je pense que c'est normal que les jeux, pendant 1 an après leur sortie, je pense qu'un jeu devient vraiment équilibré 1 an après sa sortie. Donc pour ça, il faudrait que les jeux sortent en early access, on paye, on a un early access, on accepte qu'il y ait des bugs, et on travaille le jeu jusqu'à ce qu'il soit bon. Parce que c'est très difficile de corriger les bugs sans avoir sorti le jeu au grand public. Parce que tu peux avoir des armées de testeurs, ils vont jamais trouver autant de bugs que des armées de joueurs. Voilà. Alors, c'est pas le cas de tous les jeux, hein. Il y a des jeux suffisamment fermés, mais tout ce qui est jeu open world, un jeu comme Cyberpunk, il y a tellement, tellement de possibilités, de branches et de... Il y a tout le côté open world. Alors je sais, GTA avait moins de bugs. Ben, tant mieux pour les équipes de GTA. Euh, il est très comparable à GTA 1 comme jeu. C'est pas tout à fait GTA.
C'est surtout la pression due à la sortie de consoles next-gen. Bah, il y a ça. Les deux consoles next-gen, ils voulaient pas rater la vente. Ça fait 8 ans qu'on l'attendait. Beaucoup de pression extérieure fait que le jeu est sorti malgré l'avis des développeurs. GTA avait beaucoup de bugs, mais quand même moins. Et pareil, The Witcher avait beaucoup de bugs, mais quand même moins. Skyrim avait beaucoup, beaucoup de bugs. Ça, je me souviens. Euh, la puissance du studio Rockstar contre CD Projekt est-elle comparable? Bah, CD Projekt, ils avaient quand même pas mal d'argent grâce à Witcher 3. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas assez embauché? Est-ce qu'ils ne se sont pas donné les moyens? Pourquoi Android ou iPad OS font de très bonnes tablettes? Pourquoi en Chrome OS? Ah, j'ai pas compris la question, Cardinal. Après, c'est pas des studios qui ont la même taille ni la même expérience. Je pense qu'il y a l'expérience, effectivement. Je pense qu'il y a l'expérience. Rockstar, ils sont quand même dans le business depuis un sacré temps et ils font des GTA depuis un bon bout de temps. Malgré l'avis des développeurs, tu veux dire que CD Projekt n'est pas assez drivé par les ingénieurs. Pour le coup, oui. Oui, oui, oui. Pour le coup, je pense que le financier et le marketing sont trop forts chez CD Projekt. Tout est une question d'équilibre. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les développeurs aient le droit à la parole, loin de là. Mais tout est une question d'équilibre. Et peut-être qu'effectivement, il y a un déséquilibre chez CD Projekt où le financier et le marketing ont trop de pouvoir. C'est souvent les actionnaires qui mettent la pression au studio. C'est pas si simple que ça. Les actions, enfin d'après parce que je suis pas mal là ce qui arrive à CD Projekt, parce que c'est intéressant. Les actionnaires se sont un peu fait berner hein, aussi. Donc ils sont pas contents, les actionnaires. Et ils ont un peu raison. Parce que c'est quand même eux qui ont avancé le pognon, hein, faut pas l'oublier. Faut pas voir les actionnaires que comme des méchants capitalistes avec des gros cigares. Parce que c'est pas ça un actionnaire. Il y a quelques méchants avec des gros cigares, mais. Merci Lao33 pour ton prime, merci beaucoup. Et bienvenue chez nous. Une attente super forte sur un jeu, c'était à prévoir. Il y a beaucoup de paramètres. Je pense qu'encore dans 2-3 ans, on analysera la mauvaise sortie. Le truc, c'est que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que est-ce que cette mauvaise sortie va tellement pénaliser le jeu que ça va le tuer ou est-ce que le jeu peut renaître de cette mauvaise sortie avec les bons patchs? On verra. Bon, sur ce, je vais vous laisser un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que on a des vidéos à terminer. Sachez-le. Je vous fais des gros gros bisous et donc moi je vous retrouve le 28 décembre. Voilà, le 28 décembre, le lundi après Noël, c'est là que je vais vous retrouver. Donc, d'ici là, hein, tiens, hop, pour l'honneur, je vais quand même mettre le bonnet de Père Noël pour vous souhaiter quand même un excellent Noël à tous. Alors, je le précise quand même et je le rappelle, j'ai l'air complètement bourré avec mon chapeau de côté. Je le précise, le soir de Noël, nous prendrons l'antenne pendant une petite demi-heure avec Marion pour lever une petite coupette. Enfin, nous, ça sera un verre de vin blanc. Nous avons déjà choisi nos boissons. Pour lever un verre pour tous ceux qui sont un peu seuls ce Noël, qui n'ont pas pu aller en famille à cause des problèmes sanitaires ou qui se sentent un peu seuls ou un peu déprimés à Noël. C'est des choses qui arrivent, qui n'ont pas une famille ou un entourage autour d'eux ou qui ont une famille et un entourage tellement pourri. Non, mais voilà, on vous fera un petit coucou. Ça sera pas bien long.
Je sais pas à quelle heure, donc mettez bien la cloche. Mais voilà, le soir de Noël, on allumera le live juste pour trinquer avec vous et prendre des nouvelles. Et bah, ceux que je verrai pas ce soir-là, et je vous le souhaite, hein, d'avoir de l'entourage et de la chaleur autour de vous. Et je vous souhaite un excellent Noël à tous, malgré les conditions. Effectivement, c'est voilà, hein. Les Noëls se sont pas arrêtés pendant les guerres et s'arrêteront pas pendant les pandémies. C'est justement des moments de grâce. Donc, je vous le souhaite excellent. Et donc, je vous retrouve le 28 décembre. Allez, ciao tout le monde. On va raider quelqu'un à la fin du générique. On va voir s'il y a quelqu'un qui est actif. Si je raide personne, c'est simplement que j'ai trouvé personne d'intéressant. Allez, ciao tout le monde.